La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, l'hommage à André Kwasi Ablom Johnson, troisième vice-président de l'Assemblée nationale togolaise, décédé le 14 novembre dernier. L'homme a reçu ce matin tous les honneurs dignes de son rang. Nous serons ensemble à la cour d'honneur du Parlement. Nous allons également honorer les femmes togolaises en uniforme pour leur engagement au service du maintien de la paix dans le monde. Les Nations Unies, à travers la résolution 1325 qui a sa 20e édition, leur accorde une attention toute particulière. Enfin, nous allons aussi célébrer les enfants en mettant un accent particulier sur le rôle et la responsabilité des acteurs de l'éducation en cette période de crise sanitaire liée au nouveau coronavirus. Nos enfants sont-ils vraiment protégés? Nous posons la question ce soir. Voilà pour le sommaire. Bienvenue aux 20h. L'Assemblée nationale togolaise est en deuil. Et oui, André Kwasi Ablom Johnson, troisième vice-président de l'institution, s'en est allé le 14 novembre dernier. Ce vendredi, à la cour d'honneur du Parlement, famille, collègues et amis ont rendu à celui qui fut également le doyen d'âge de la 6e législature un hommage funèbre officiel. Le film à présent de la séance spéciale d'hommage avec Augustin Kossi. Séance spéciale à la cour d'honneur de l'Assemblée nationale. Elle s'ouvre, mais un député manque à l'appel. André Kwasi Ablom Johnson, doyen d'âge lors de la session de droit de la 6e législature, troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Il a rejoint la rive du non-retour le 14 novembre dernier. Ici, la représentation nationale lui rend un hommage funèbre officiel, moment de recueillement. Temps de mémorial. Le désormais absent de la 6e législature est visiblement présent dans tous les esprits. Collègues, amis, familles et des anonymes pleurent sa soudaine disparition. Ministre de 2013 à 2019, André Johnson fut élu député à l'Assemblée nationale aux législatives de décembre 2018. À 72 ans, sa carrière parlementaire, tout comme sa vie, semble inachevée aux yeux de ceux qui l'ont connu et aimé. Sa carrière de parlementaire fut très courte, mais dense et riche. Pour beaucoup d'entre nous, Johnson André fut un exemple, un doyen. Il est demeuré jusqu'à l'extrémité de ses forces, jusqu'à ces derniers jours, où au cours desquels il sut trouver l'énergie de présider la cérémonie d'ouverture d'un séminaire de formation des membres de la Commission des finances et du développement économique. Au nom de l'Assemblée nationale tout entière, je souhaite rendre aujourd'hui un hommage solennel à un parlementaire estimé de tous, un humaniste, un parfait serviteur de la République, un défenseur inlassable de l'environnement et un acteur majeur des réformes constitutionnelles. André Johnson
a toujours dégagé un sourire d'une extrême bienveillance qui ne le quittera peut-être jamais. Dédé ou Dadiji, comme on aime bien l'appeler, il manque déjà à sa famille. Notre père était un homme de foi, authentique, humble, généreux, loyal, toujours tourné vers les autres avec une envie de connaître et comprendre son prochain. Homme de paix, il était rassembleur et cherchait toujours le bien-être pour son prochain. Joyeux, il faisait passer les messages ou réconciliait les gens par son humour. Pour nous, les membres de sa famille, nous retiendrons également de notre père un homme qui avait l'amour de sa patrie, un véritable serviteur de l'État, soucieux du développement de son très cher pays, le Togo. Au nom de la famille Johnson, je tiens à témoigner toute ma gratitude au chef de l'État pour la confiance accordée à notre très cher père de son vivant. Nous remercions également l'Assemblée nationale pour la présente cérémonie. S'il y a quelque chose de plus fort que la mort, dit-on, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Et jamais l'Assemblée nationale ne saura oublier André. La présidente de l'institution se souvient encore de cette matinée-là, ce samedi où rien ne présageait ce départ. Par une paisible matinée du samedi 14 novembre 2020, nous apprenons avec stupeur et grande tristesse la disparition soudaine de notre collègue Johnson André Kwasi Ablom, troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Une vie s'est éteinte. Le doyen André Johnson s'en est allé, comme il a vécu, tel que décrit par Alexander Pope dans sa lettre à John Gay, tranquillement et sans bruit. Aussi, conformément à la pratique parlementaire, nous sommes réunis ce jour pour rendre des hommages funèbres officiels à l'illustre disparu. Il me sera difficile, dans le cadre de ces propos introductifs, de présenter l'homme des idées et les idées de l'homme à travers le panorama de son mandat électif. Toutefois, je faillirai à mon devoir si, en cette si triste occasion, je ne manifeste pas la reconnaissance de l'institution parlementaire pour le parcours de cet homme qui a marqué son temps par ses qualités humaines et son engagement pour l'État qu'il a servi. Nous retiendrons également que c'est l'honorable Johnson André qui a eu le privilège de diriger et de conduire les travaux de la session de droit de cette 6e législature, ayant abouti à l'adoption de son règlement intérieur et à l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi, dès l'annonce de sa disparition, un hommage unanime empreint de grande émotion et de reconnaissance lui a été rendu, décrivant, entre autres, un homme de dialogue accessible et ouvert à tous. En sa qualité de membre du bureau de l'Assemblée nationale, son parcours professionnel et ses riches expériences nous ont été d'un grand atout. Dans ces moments de vive émotion, je voudrais vous renouveler mes sincères condoléances à tous, avec une pensée particulière à sa famille et à ses proches. En définitive, une grande pensée nous instruit que le Créateur fait toutes choses bonnes en son temps. Il a mis dans nos cœurs
la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Homme de principe, enseignant d'anglais, gestionnaire touristique, André Johnson fut aussi membre de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO. Dans le jardin des souvenirs, l'un de ses enfants et de sa femme, il repose désormais. D'une cérémonie d'hommage à une autre. Ici, ce sont les femmes togolaises en uniforme qui ont servi au prix de leur vie pour le maintien de la paix dans les missions des Nations Unies qui sont honorées. La rituel d'hommage à l'état-major général des forces armées togolaises marque le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et Kouissala pour le reportage. Un hommage symbolique aux hommes et femmes togolais qui se sont sacrifiés pour la paix. La cérémonie ici marque le 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Un accent particulier est mis sur la participation et le rôle des femmes togolaises dans les opérations de maintien de la paix en Afrique. Parmi nos militaires projetés sur les théâtres d'opération, nous avons 6% environ qui sont du personnel féminin et font preuve d'un professionnalisme unanimement salué. Il est admis que la participation accrue des femmes aux opérations de maintien de la paix permettait d'améliorer l'efficacité des missions par une meilleure promotion des droits de l'homme, de la protection des civils et un meilleur accès aux communautés locales. Cela est plus qu'évident pour la simple raison que le tempérament maternel de la femme, une mère qui donne la vie, prête davantage à la paix. Pour cette célébration, c'est à juste titre que le choix est porté sur les femmes casques bleus. Les institutions internationales et la société civile saluent l'engagement des femmes togolaises dans le maintien de la paix et la sécurité à travers le monde. Elles prennent des risques, bravent des conditions de vie difficiles pour l'instauration de la paix dans le monde. Mesdames, la communauté des Nations Unies, par ma voix, vous transmet toute sa reconnaissance et sa gratitude. Cet anniversaire de la résolution 1325 est un nouveau signal, un rappel qui encourage à continuer à œuvrer ardemment pour des recherches de solutions favorables à la promotion des femmes du secteur de la défense et de la sécurité qui œuvrent dans les opérations de maintien de la paix. Équité, genre, non-discrimination, protection civile, la résolution 1325 a fixé des principes que les États sont tenus de respecter. Le Togo s'illustre positivement. Il s'agit plus d'une résolution anti-discrimination qu'une résolution de réclamation ou de prétention. Nous ne pouvons pas discriminer, mais nous devons accepter toutes les compétences qui veulent entrer dans ce champ et les évaluer à égalité. Aujourd'hui, notre pays a fait d'énormes progrès là-dessus. Aujourd'hui, face à la menace que nous avons devant nous, ou aux menaces que nous avons devant nous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a une vision formidable. Consolider les liens entre notre armée, entre la nation, entre les civils et les militaires, mais également entre l'armée togolaise et les institutions de la République. L'armée togolaise fait confiance depuis longtemps aux capacités et aux talents féminins de notre pays, talents que nous honorons ce jour à l'occasion du 20e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. La femme, véritable actrice de la paix, a tout son rôle à jouer dans la pacification des communautés, surtout en période de tensions sociales et de conflits armés.
La ministre des Armées, représentant le Premier ministre à cette cérémonie, s'est félicitée des résultats enregistrés à ce jour. Elle réitère l'engagement du Togo à faire plus dans les années à venir. 20 ans après son adoption, il est clair que les lignes ont bougé, mais il reste encore beaucoup à faire. La présence du personnel militaire féminin dans nos armées est en nette augmentation. De même que dans les opérations de maintien de la paix. Les efforts seront poursuivis pour atteindre les objectifs fixés par l'ONU. Qu'elles soient au Mali, en Centrafrique ou au Soudan, les femmes casques bleus du Togo peuvent compter sur la sympathie du réseau paix et sécurité de la CEDEAO. Un message d'encouragement devra parvenir à chacune d'elles à travers ce disque remis ici aux forces armées togolaises. Et nous ouvrons à présent la page dédiée aux droits des enfants, célébrée ce 20 novembre dans un contexte tout particulier lié à la pandémie du nouveau coronavirus. La Commission nationale des droits de l'homme marque la journée par une assise sur le rôle et la responsabilité des acteurs éducatifs dans l'encadrement des apprenants. Le compte rendu de la séance avec Clarissa Ticlé. 3 semaines déjà que les apprenants ont repris le chemin des classes dans un contexte particulier marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus. Aussi, le respect des mesures barrières est-il de rigueur dans les établissements scolaires. Mais les parents sont aussi appelés à jouer un rôle de premier plan dans la riposte au Covid-19. Avant que l'enfant ne quitte la maison, il faut vérifier s'il est en bonne santé. Comment vérifier s'il est en bonne santé? Les parents peuvent le vérifier avec le thermomètre pour voir si la température n'est pas élevée. Souvent, nos parents nous touchent la tête pour voir si la température est élevée. Quand il va à l'école, il doit avoir son propre gobelet. Il n'a pas à partager les gouttes et les gobelets avec les autres. Il doit acheter les bavettes à son enfant. Il doit être en apport avec l'école pour voir comment se passent les choses à l'école. Entre parents, ils peuvent s'organiser pour mettre sur place un dispositif de lavement. À l'initiative de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, le corps enseignant, la Fédération des associations de parents d'élèves, les organisations de la société civile intervenant dans la protection des droits de l'enfant sont sensibilisés sur leurs responsabilités dans l'encadrement des apprenants en cette période d'état d'urgence sanitaire. C'est une journée de réflexion pour voir les mesures à prendre pour contribuer à rendre moins négatifs les impacts de cette pandémie sur l'éducation des enfants, des apprenants. C'est une journée de réflexion à travers laquelle la CNDH marque la 31e édition de la Journée internationale des droits de l'enfant commémorée ce 20 novembre. L'institution estime qu'assurer le bien-être des apprenants fait partie des droits fondamentaux de l'enfant définis dans la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par le Togo depuis 1990. Et puisque nous parlons des enfants dans ce contexte de la pandémie au nouveau coronavirus, voyons voir si ces derniers sont tout de même informés. Les enfants en situation de vulnérabilité sont ici notre cible. Reportage sur l'enjambement des commentaires, Yasmine Kodia. Des enfants livrés à eux-mêmes et exposés aux violences et à toutes sortes de maladies. En cette période de Covid-19, ceux-ci par exemple sont sans cache-nez. Et on en trouve un peu partout. Rosario et Dado ont déjà entendu parler de la maladie, mais ils ignorent toutes des mesures de protection. La maladie s'appelle coronavirus. Et on nous a dit de laver les mains, de porter les cache-nez, de ne pas se serrer les mains. Si ton prochain a la maladie, il peut te contaminer. Ils disent que la maladie tue. J'ai porté le cache-nez parce qu'il y a une maladie qui circule et qu'on appelle coronavirus. J'ai entendu dire de laver les mains, de porter les masques et de mettre une distance entre les gens pour ne pas attraper cette maladie. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les enfants sont touchés par la pandémie de la Covid-19 à près de 7% dans le monde. Les outiller sur leurs droits et leur protection en cette période de la crise sanitaire est recommandé. La crise sanitaire qui secoue le pays en ce moment est un grand obstacle dans la protection des enfants vulnérables au Togo.
et ils sont au premier rang des victimes de cette crise, notamment la Covid-19. En ce sens que c'est des enfants qui n'ont pas accès à des informations adaptées à la compréhension de ce qui se passe en tant que pandémie. C'est des enfants qui n'ont plus accès aux services sociaux de base à cause de toutes les règles de restriction qui se font, en telle sorte qu'ils sont aujourd'hui au premier rang des acteurs que nous devons le plus protéger. Il y a également un travail qui se fait à travers la formation des pères éducateurs sur la Covid-19 dans le langage des enfants pour que les enfants eux-mêmes comprennent ce que c'est que cette crise humanitaire, comment ils doivent se protéger contre ce phénomène et ne pas être victimes. Le ministère de l'Action sociale, avec l'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'UNICEF et les acteurs de la société civile, ont fait une maraude, des sorties de nuit pour effectivement constater quelle est la situation de ces enfants vulnérables, notamment les enfants qui vivaient dans la rue sans domicile, quelle était leur situation en temps de couvre-feu. Nous avons malheureusement noté que leur situation s'est empirée, parce qu'ils n'ont toujours pas accès à des domiciles, donc ils sont toujours restés dans la rue. Et le pire encore, avec cette période qui nécessite des mesures barrières adaptées. Néanmoins, le ministère a élaboré un plan d'action pour apporter des solutions adaptées. On a aménagé un cadre convivial au niveau du centre de Kakaveli pour pouvoir offrir des soins de santé et aussi offrir un cadre pour ces enfants pour qu'ils puissent vraiment demander de l'aide quand ils sont vraiment en situation difficile, qu'ils ne peuvent pas s'autogérer. En raison de leur fragilité, il n'y a meilleur endroit pour la protection de ces enfants en situation de vulnérabilité qu'en famille ou dans les communautés. Ceci pour leur garantir la sécurité optimale. À la primature, Madame le Premier ministre a reçu en audience une délégation du Conseil national du patronat conduite par Kwame Laurent Tamignon. La délégation est venue rendre compte à Madame le chef du gouvernement Victoire Tomiga d'obé de la situation des entreprises en cette période où le coronavirus met à rude épreuve les initiatives économiques. Robert Patogbe, Iva Gbevivi pour le point. Le coronavirus a mis l'économie mondiale à terre. Les entreprises en sont aussi victimes au Togo. À Madame le Premier ministre et chef du gouvernement, le Conseil national du patronat est venu exposer la situation économique des entreprises impactées par la Covid-19. Nous avions échangé sur la situation économique de notre pays en ce moment. Quel est l'état des lieux par rapport aux différentes entreprises membres du patronat? Et qu'est-ce que le patronat a pu faire en ce moment difficile pour soutenir ces différentes entreprises? Tout le mal que cette pandémie a causé à notre économie. Et aujourd'hui, je voudrais saluer la résilience des entreprises. Et dans cette situation précise, ce sont les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries qui souffrent véritablement. Et quant au secteur touristique, je n'en parle pas, il est pratiquement inexistant. Ce sont des défis pour nous aujourd'hui d'aider ces petites et moyennes entreprises, ces petites et moyennes industries et surtout de relever le secteur touristique qui est un facteur important dans l'économie de notre pays. Partenaire de taille du gouvernement, le Conseil national du patronat a bénéficié d'une oreille attentive de Madame le Premier ministre qui a salué les efforts des entreprises. Elle a encouragé le patronat et les entreprises à jouer leur partition dans les efforts de soutien à l'économie nationale face à la Covid-19. À la suite de votre édition avec cet engagement de la Direction générale du travail qui veut davantage faire respecter les principes et droits fondamentaux ainsi que la sécurité et santé au travail au sein des entreprises de BTP. À Lomé ce matin, elle a lancé une campagne de sensibilisation. Le résumé des travaux avec Christa Agbedinou, commentaire Marie-Ange Bida. Le secteur économique du bâtiment et des travaux publics a-t-il actuellement le vent en pourpre au Togo? Pour beaucoup, la réponse est oui. La politique des grands travaux du gouvernement en est pour quelque chose. Des jeunes sont employés dans le domaine pour faire valoir leurs compétences dans un domaine purement technique.
À la Direction générale du travail, on veut davantage protéger les employés et leurs employeurs sur l'aspect respect des règles de sécurité et aussi des droits fondamentaux qui régissent le milieu. C'est l'objet donc de cette campagne lancée à Lomé et qui couvrira les 5 régions du pays. On a constaté que le secteur du BTP regorge beaucoup de dangers et beaucoup de travailleurs. Nous avons aussi vu qu'il y a beaucoup d'accidents qui se produisent dans ce secteur et des accidents qui entraînent des lésions qui sont parfois très graves. Voilà. Ce sont ces constats qui nous ont amenés à définir avec le Bureau international de travail cette activité afin de doter les acteurs des connaissances pour leur permettre d'éviter les accidents et parfois mortels. Les centrales syndicales saluent l'initiative et pour cause. La plupart du temps, nos collègues sont souvent victimes d'accidents de travail. Pourquoi? Parce que il y a certains employeurs qui ne mettent pas à leur disposition les épis, c'est-à-dire les outils de protection. Et surtout, le secteur BTP qui est un secteur à haut risque, il faudrait que vraiment la sécurité santé au travail soit une effectivité dans ce secteur d'activité. Pour mener à bien cette campagne de sensibilisation sur le terrain, un cabinet de communication a été recruté. Il apportera un appui technique aux parties prenantes. Les inspecteurs du travail seront aussi amenés à informer sur leur rôle dans le respect des principes et droits fondamentaux et les règles de sécurité santé au travail. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs est aussi à pied d'œuvre pour informer les acteurs locaux sur les missions réservées au MAEP, lesquelles valorisent les principes démocratiques et la bonne gouvernance. L'étape d'apprendre dans ce compte-rendu de Tchazinambaga. La Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs met en branle ici des journées d'information et de formation à l'endroit des 117 maires du Togo. C'est un renforcement de capacité qui vise à les outiller sur ce mécanisme endogène continental qui promeut la bonne gouvernance. Il s'agit de les familiariser et de les préparer à l'auto-évaluation du Togo, ceci un peu plus de 10 ans après son adhésion au mécanisme. C'est le chef de l'État lui-même qui a été signé l'adhésion du Togo à ce mécanisme. Et depuis cette adhésion, nous progressons vers ce qu'on appelle l'évaluation du Togo. Elle va se faire en 2 temps. Le premier temps, c'est l'auto-évaluation. Nous devrons nous-mêmes nous auto-évaluer pour ce qui concerne la gouvernance politique, la gouvernance des entreprises et le développement socio-économique du pays. Pour faire cette évaluation, nous devrons aller dans le Togo profond. Quand vous dites Togo profond, vous dites les communes forcément. Alors, fort heureusement pour nous, le processus de décentralisation lui-même progresse sous la haute direction du chef de l'État. C'est lui qui nous indique le chemin à suivre. Et vous savez que les maires vont être très impliqués dans ce mécanisme-là. Il était normal que maintenant qu'ils sont installés, que nous aussi nous allions vers eux pour leur dire que voici ce qu'on appelle le MAEP, voici ce que nous faisons dans le MAEP, et préparez-vous à ce que ceux qui vont faire cette évaluation viennent vers vous pour vous écouter. Les assises qui s'étalent sur une journée sont réparties du 16 au 23 septembre et vont se dérouler dans chacun des 5 chefs-lieux des régions économiques du Togo. Les travaux vont porter sur la présentation du mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP et le niveau d'exécution atteint par le Togo. Le maire de la commune de Tone 1 et le secrétaire général de la préfecture de Tone ont salué la tenue de ces assises qui visent l'implication des maires et leur pleine participation au déroulement de toutes les activités à mener dans la mise en œuvre réussie du processus du MAEP dans leurs ressorts territoriaux respectifs et partant du Togo. Allons à présent découvrir le logo, le tout nouveau de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP, un logo issu d'un concours national. Le logo à présent est son génie créateur avec Magloire Akou et Liagba Nyandao. Elle a désormais son identité visuelle. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP se dote d'un logo. Ceci à travers un concours de création de logo ARCEP lancé il y a bien peu d'un mois. Le créateur de ce logo, le voici. Amela Komlajan, étudiant en licence de publicité et art graphique à l'ISICA.
Il en est bien le concepteur. Son chef-d'œuvre reflète les missions de l'institution. Je suis très ému parce que, vu le nombre de candidats qui ont été présentés, j'ai été l'heureux gagnant. C'est pas chose facile, mais je remercie la direction de ARCEP, le jury, d'avoir été sélectionné comme le gagnant. Le logo, en fait, il est présenté comme un œil assez régulateur pour mettre un peu de l'ordre entre les secteurs qui existent dans le processus de l'ARCEP. Et la partie supérieure, on voit le demi-cercle épais et le cercle qui est au centre. La deuxième partie, la partie inférieure, les demi-cercles lumineux que vous voyez en bas, ça représente la transformation digitale. Ils étaient 678 au départ à compétir et seuls 3 ont été retenus pour être primés. C'est le 23 octobre dernier que l'ARCEP a officiellement lancé ses activités, avec pour mission principale la mise en place des conditions d'une concurrence saine et équitable sur le marché des communications et favoriser l'accès au plus grand nombre de personnes. Je vous fais à présent lecture de la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 20 novembre 2020. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 2796. 25 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 2148. 47 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 584 et le nombre de décès de 64. Un nouveau décès depuis hier. Situation rendue publique ce jour par le ministre de la Santé et de l'Hygiène, publique et de l'accès universel aux soins, professeur Moustapha Miji Yawa. La ministre en charge des sports et les journalistes spécialistes du domaine ont échangé ce matin à Lomé lors d'un déjeuner de travail. Il s'est essentiellement agi pour Madame Lydie Bessi Kama de présenter à ses professionnels de médias le plan sectoriel de son département. Laurent Omavo nous fait le point de la rencontre dans ce reportage. 6 semaines après qu'elle a pris les rênes du ministère des Sports et des Loisirs, Dr Lydie Bessi Kama poursuit sa série de prises de contact avec les acteurs du monde sportif togolais. Cette fois-ci, c'est au tour des associations de journalistes sportifs et des responsables des médias publics d'être conviés à un échange. Occasion pour la ministre, entourée pour la circonstance de ses collègues en charge de la communication, professeur Akoda Ayewadan, et des enseignements primaires et secondaires, professeur Dodi Kokoroko, de décliner brièvement la dynamique qu'elle entend insuffler au secteur des sports et des loisirs au Togo. De façon concrète, 3 grandes mesures novatrices ont été communiquées aux différentes fédérations nationales sportives et des loisirs reçues. La toute première, c'est la mise en place d'une politique de communication visant à mettre en lumière et à promouvoir chaque discipline sportive, ainsi que celle des loisirs enregistrés dans nos livres. Nous ferons également revivre les anciennes gloires du sport togolais et celles encore en vie dans chaque discipline sportive. La deuxième grande innovation est l'octroi donc des subventions aux fédérations nationales, sans exception. Et ce sera suite à la clé de répartition. Cette subvention servira à promouvoir premièrement la discipline au plan national, avant d'envisager donc des sorties au plan régional. En troisième point, nous nommerons donc un cadre du sport pour accompagner chaque fédération sportive nationale et qui aura pour rôle d'aider à la structuration et à l'organisation des fédérations. C'est dans une ambiance des plus détendue que la ministre Bessi Kama et ses convives ont débattu des défis à relever pour sortir le sport togolais des sentiers battus.
Et pour jouer sa partition, la presse sportive s'engage. C'est assez original déjà que le ministère des Sports puisse autant associer la presse sportive au démarrage de ses activités. Pour débuter sa mission, c'est une initiative très appréciée par nous les journalistes sportifs. Et puis nous nous engageons bien évidemment à accompagner le ministère des Sports dans l'exercice de ses fonctions. Chaque activité qui se fera, il faut communiquer pour permettre à nous sportifs et à nous journalistes sportifs de nous mettre au parfum de ce qui est en train de se faire au niveau du ministère des Sports. La participation aux compétitions continentales et internationales, il y a eu une cassure, à commencer par les médias d'État et les médias publics. À un moment donné, il y a des compétitions où on ne voit aucun média. Donc on a essayé de voir si au niveau des deux ministères, sport comme communication et médias, on pourra remédier à ça. Surtout, commencer par les médias d'État, quoi. Parce que c'est eux qui sont devant et après le privé viendra. Parce que faire une compétition où les athlètes représentent le pays, on ne retrouve aucun média du pays pour pouvoir relayer l'information à l'endroit du public sportif. En guise de conclusion à ce tête-à-tête, Lydie Bessikama a émis le vœu que d'autres rencontres du genre puissent réunir prochainement les deux entités appelées à œuvrer de concert pour le rayonnement du sport togolais. Et cette note avant de refermer cette édition, vous suivrez tout de suite à 21h dans votre émission Que de la Nation. Anita Tigakou et ses invités, ils vont débattre du thème la Covid-19 persiste, vigilance. Des conseils pratiques vous seront donnés pour vous préserver davantage contre la maladie. Soyez donc tous au rendez-vous. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité chaque fois renouvelée. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.